Bonjour, bonjour, bienvenue dans cet épisode de Nos 2 centimes. Il y a quelque temps, j'ai entendu dire que Nos 2 centimes, c'était un podcast de meufs. Et c'est vrai que dans l'équipe éditoriale, on est 3 femmes. Et donc, on invite beaucoup d'invités femmes. Et on a certainement des conversations peut-être un peu féminines ou stéréotypées féminines. Et dans cette saison où on parle pas mal de sexualité, c'était très important pour nous d'avoir un espace où on pouvait entendre des hommes qui parlent de sexualité. Et c'est pour ça que cet épisode s'appelle « Des hommes parlent de sexualité ». J'étais très reconnaissante de pouvoir m'asseoir à ma table avec 3 hommes sûrs et de pouvoir entendre leur vulnérabilité, leurs questions, leurs assurances, leurs espérances aussi et leurs combats. C'était un honneur pour moi et j'espère que vous allez pouvoir vous sentir accueillis à table avec nous. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Messieurs, je suis très reconnaissante de vous accueillir dans mon salon pour cet épisode sur les hommes parlent de sexualité. Puisque vous êtes 3, vous allez vous présenter. Tu veux commencer, Raymond ? Oui, bonjour à tous, je suis Raymond Pinard, je suis menuisier, des métiers. Je suis chrétien, jeune chrétien en fait, j'ai 32 ans. Je commence à vieillir un peu. J'ai découvert les seigneurs environ à 16 ans, je m'en souviens plus trop des détails. Ça fait un petit moment, mais c'était le meilleur choix que j'ai pu prendre dans ma vie. Voilà, je viens d'un foyer, puisqu'on parle des sexualités, je pars d'un foyer où on n'en parlait jamais. Et tout ce qu'on apprenait, ça venait pas de mes parents, ça venait du monde, on va dire, Internet ou des amis, etc. Est-ce que tu venais d'une famille chrétienne ? Je viens d'une famille catho, je pense plutôt pratiquante, mais voilà, pratiquante. Okay. T'es marié aussi ? Je suis marié, j'ai une fille et demie, enfin il y en a un qui va venir bientôt. Je suis marié avec une jeune chrétienne aussi, Raphaëla, que j'embrasse. Et voilà. C'est mignon. Joseph ? Moi, c'est Joseph Cotte, j'ai 26 ans. J'habite à Lyon, je pense comme beaucoup d'invités du podcast, et je suis en ce moment en doctorat depuis 2020. Je prépare une thèse en sciences sociales qui, on va dire, s'intéresse à la façon dont l'apocalypse est mobilisé dans le discours écologiste contemporain. Ça a l'air poussé. Monsieur Bravo. Les thèses, c'est toujours très précis, donc voilà, un peu le focus sur lequel je m'attarde. Moi, pour un peu aussi détailler la perspective depuis laquelle je vais parler aujourd'hui, j'ai grandi dans l'église, mon père est pasteur, donc j'ai baigné dedans depuis tout jeune, et c'est à l'âge de 18 ans où j'ai vraiment fait une démarche personnelle de foi, on pourrait appeler une conversion. Et par rapport à la vie affective et à la sexualité, c'est un sujet que j'ai déjà un petit peu abordé, notamment par rapport à la pornographie, au célibat, ou aussi un épisode de mon parcours où j'ai eu des fiançailles avortées. J'en avais parlé dans un blog que j'ai lancé en 2016 qui s'appelait plutôt, parce qu'il n'est pas tout à fait actif, Vivre sa jeunesse autrement. Et c'est des choses que j'ai repris ensuite dans un livre qui portait le même nom. Voilà, et où j'en suis aujourd'hui, et là je suis en couple, tout récemment fiancé. Félicitations. Merci, ça date de ce matin. Félicitations vraiment alors. Merci. Et voilà, et donc peut-être que ça paraît évident aux yeux de beaucoup, mais c'est peut-être bien de le repréciser. Du coup, dans notre couple, on souhaite poursuivre, on va dire, l'objectif un peu compliqué de la chasteté avant le mariage. Donc voilà, ça pourra évidemment expliquer certaines choses. Donc je parlerai un peu de cet entre-deux, entre le célibat dont j'ai encore des souvenirs assez frais, parce que c'était encore il y a moins d'1 an, et puis le mariage qui est un peu ce vers quoi j'avance petit à petit avec ma fiancée. Excellent. Bonjour à tous, moi je m'appelle Andrew, voilà, donc je suis américain, ça fait bientôt 9 ans que j'habite en France, à Lyon. Voilà, moi je bosse auprès des adolescents dans une association chrétienne qui fait de l'animation, des colonies et des clubs et tout ça. Voilà, donc sur le sujet, moi je viens
d'une famille chrétienne. Mes parents étaient même missionnaires à l'étranger, donc voilà, j'ai grandi en Afrique. En Afrique. Voilà, donc j'ai grandi dans un contexte assez particulier. Et un peu comme vraiment, ma famille, on parlait pas trop de la sexualité parce que c'était un petit peu un tabou et ouais, en fait, moi je grandissais avec, je pensais que ma famille était assez parfaite quoi. Donc ça c'est un truc, la sexualité c'est un truc qui me dépasse un petit peu, qu'on gère pas tout à fait, donc en fait on en parlait pas trop quoi. Donc c'était légèrement un tabou. Voilà, moi je me suis converti moi-même au lycée, donc à l'âge de, on va dire 16 ans. Voilà, donc c'est vrai que au lycée c'était là-bas que j'étais vraiment confronté avec beaucoup de pratiques qui allaient à l'encontre de ce qu'on m'avait appris quand j'étais petit. Donc c'était à cet âge-là que il fallait que moi je choisisse qu'est-ce que je crois sur le sujet. Donc je pense qu'on va en parler. Mais voilà. Ouais. Yes. Merci. Ah ouais, j'ai pas dit, je suis en couple depuis un petit mois. Trop bien. Merci messieurs de la présentation. Qu'est-ce que vous auriez eu besoin d'entendre à 15 ans sur la sexualité que vous n'avez pas forcément entendu? On a déjà eu un épisode où Marion a répondu à cette question pendant l'épisode, mais là j'aimerais entendre la perspective masculine. Moi je dirais que ça vient, à 15 ans j'aurais bien aimé savoir que la sexualité ça commence par les rapports avec moi-même, qu'avec les désirs envers quelqu'un d'autre. Par là je veux dire me protéger, me développer en tant qu'homme, parce qu'à 15 ans bon, il y a des hormones, il y a tout ce que tu veux, mais c'est développer soi-même en fait, attendre à cet stade où tu grandis et que tu prends une petite allure plus mature. Et j'aurais bien aimé d'être accompagné pour qu'on m'explique le pourquoi du comment et comment marchent les choses. Tu veux dire au niveau des relations sexuelles? Au niveau de la sexualité en général, Okay. m'expliquer plus des choses et pas être un sujet un tabou ou un peu, pudique, un sujet de pudeur en fait. Quelque chose qui place plus tranquillement pour être mieux protégé. Ok, excellent. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était tu n'es pas seul. Juste de savoir, en fait, on est confronté par plein de trucs, surtout dans cette époque avec les téléphones. Ça m'effraie un petit peu d'imaginer, ou de savoir plutôt, ce à quoi les jeunes de 15 ans sont confrontés, voilà. Donc juste pour qu'ils sachent qu'ils sont pas seuls. Donc ils voient des choses bizarres sur le téléphone et tout ça, ils sont pas seuls en fait. Parce que si on se croit seul, c'est là où les choses ça se passe mal quoi. Donc on n'en parle pas et puis ça devient un tabou et puis on est coincé et tout ça. Donc juste savoir, on n'est pas seul. On n'est pas seul à vivre ça ou on n'est pas seul à vivre ça, ouais. Ok. De mon côté, je sais pas si c'est tellement ce que j'aurais voulu entendre, mais plutôt ce que j'aurais aimé pouvoir partager dans un cadre de confiance et d'ouverture. Parce que d'un côté, en fait, j'entendais des choses tellement différentes entre mon entourage chrétien et mon entourage scolaire, voilà, où j'étais quasiment le seul chrétien. Et donc il y avait une très forte distinction entre les deux. Du côté scolaire, finalement, j'entendais ce qui est assez aujourd'hui commun sur quelque chose qui était très alimenté par la culture populaire, par la pornographie, des choses comme ça. Donc une vision qui est assez éloignée de celle qui est promise dans l'Église. Et après, au niveau de l'Église, je trouvais que la sexualité était présentée de façon très exigeante et parfois peut-être une perspective assez féminine. Je sais pas si ça fait sens, mais au sens où il y avait une dimension, féminine, je m'entends, on va dire traditionnellement associée au genre féminin. Et plutôt une vision un peu romantique, romancée de la sexualité qui en fait clashait totalement avec ce que je vivais dans mon corps, ce que je voyais, quelque chose d'assez pulsionnel,
et quelque chose aussi de très alimenté par la pornographie. Donc voilà, c'est un gros gap qui a fait que je me suis pas forcément senti à l'aise pour en parler, de parler de ce que je vivais, la découverte de ma sexualité, quand les premiers rapports sont arrivés, quand j'ai découvert la pornographie, ces choses comme ça. J'ai pas eu vraiment, je me suis pas senti suffisamment en confiance pour en parler avec les personnes avec qui j'aurais dû en parler. Les personnes avec qui j'en ai parlé, c'est des potes de classe qui finalement m'ont pas apporté grand chose sur le sujet. C'était pas des sages. C'est pas la sagesse qu'on cherche, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, c'est intéressant. Les trois, vous avez dit en haut que vous auriez aimé en parler. Pas forcément entendre des choses, mais pouvoir parler. Et je pouvoir pense échanger. en parler avec des hommes, je pense que c'est super important. Donc oui, c'est super dur, tu vois. Mais je pense que en parler avec sa maman, je pense que comment dire, c'est mieux que rien. Ouais. Mais je pense que il y a vraiment un truc homme, voilà, c'est mieux, c'est gênant, oui, pour les deux peut-être, pour le papa, pour le fils, mais il faut vraiment, je trouve que c'est intéressant. On peut le rendre pas gênant, je pense que si on arrive à briser le sujet de tabou, on peut en parler plus à profondeur. Et je pense que ça a plus de sens si c'est un père qui parle. C'est qu'ils n'ont pas de père, ils pourront trouver un modèle de respect sur quelqu'un. Voilà. On pourrait aussi parler quelqu'un qui inspire de la confiance et du respect. Et forcément quelqu'un qui se connaisse en âge, peut-être plus grand ou plus vieux, qui se connaisse un petit peu plus. Enfin, je vais pas parler de sexualité à 15 ans avec un gars de 13 ans. T'as pas assez de recul, quoi. Ouais, exactement. Il n'y a pas assez de recul. Ce qui est délicat, je pense, entre hommes, c'est qu'on sait qu'on vit des choses de façon assez similaire, mais il y a toujours une barrière à l'entrée dans la discussion qui est assez forte. Et il faut faire tomber ça, c'est pas toujours évident. Et bon, j'ai l'impression que cet épisode de podcast a aussi quelque part cet objectif-là de montrer qu'entre hommes, et aussi, je pense que c'est bien d'en discuter hommes et femmes, hein, évidemment, les deux sont intéressants. Mais il y a quelque chose aussi qui se joue dans la discussion entre hommes et qui, en fait, si on met l'accent sur ça, c'est parce que il y a pas beaucoup d'espace où ça se fait, et ça se fait de manière sereine. Parfois, ça peut être un peu... on a l'impression que c'est gênant à prime abord. Je pense qu'on nous met depuis petit, peut-être, je sais pas si c'est ma culture, je suis né en Colombie, c'est une autre culture, un autre délire. Peut-être qu'on nous met trop dans le cœur l'homme part pas de ses sentiments. Et du coup, on grandit en faisant l'effort. On doit être fort, on se doit d'être fort, on ne part pas de sentiments. Parler de ses sentiments, et pas que parler de la sexualité, parler de ses envies de grandir, je sais pas, de la solitude, qu'est-ce que l'amitié, etc. De parler en général, les filles, c'est pour ça les filles elles meurent pas seules, parce qu'ils ont toujours une copine, les garçons, ils parlent jamais de ses sentiments, on sait jamais si on est constipé, si on est triste, si on est content. On ne sait pas. Et ça, c'est des choses à briser. Je pense que j'ai une nouvelle génération qui arrive. J'ai de l'espoir pour vous, les jeunes hommes. Il y a beaucoup de écart d'âge en plus. Moi, ce que je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, Joseph, et ça va peut-être un peu avec ça, mais dans la présentation de la sexualité dans l'église, si on est sur une présentation de la sexualité parfaite, la perfection, en fait, il n'y a pas d'espace pour parler de ces failles. Et particulièrement dans une société peut-être où la masculinité elle est hyper normée dans pas de fragilité, pas de faiblesse, il faut que ce soit lisse. Il y a absolument pas d'espace pour en parler. Comment en tant qu'homme, vous aimeriez vous encourager vous et encourager les hommes plus jeunes ou plus vieux à dépasser cette envie d'être lisse et d'être parfait? Ça met la pression en fait. Je pense que nul n'est parfait. Dans le sens sexuel, je pense qu'on a tous eu des pensées, même les pasteurs les plus grands ou les plus petits qui fait le sage. Je pense que les simples faits de parler, c'est déjà un avance énorme. C'est déjà c'est briser complètement la glace. Et ces rencontres, parce qu'on a parlé avec des amis, et je me suis rendu compte, mince, je suis pas dans la même galère. Et ça fait du bien. Les gars que je pensais plus parfaits que moi, et dans la même galère que moi, et ça m'a fait énormément du bien. Du coup, ça pourrait m'aider, ça pourrait me déculpabiliser parce que quand on fait erreur, quand on tombe, etc., c'est hyper culpabilisant et c'est pas quelque chose qu'il faut nourrir, la culpabilité en soi, mais il faut s'en libérer de la bonne façon, de la bonne manière. C'est pas en cachant les choses, en essayant de lutter contre tel ou tel souci.
Ouais. Pas faire l'autruche tout le temps. Ouais, faire genre ça n'existe pas. Ouais. Ouais, je pense que si parler de son vécu, son témoignage, c'est très important. Enfin, quand moi je parle avec des ados, je partage toujours de mon vécu. Comme ça, moi je me montre vulnérable parce que moi j'ai vécu ces galères-là, voilà. Et vous, enfin, comme ça en fait, c'est pas eux qui brisent la glace, non, la glace est déjà brisée parce que moi j'ai vécu ça. Ouais. Comme ça brise un peu le tabou et puis ouais, moi aussi. Voilà. Et là on se livre et puis ça devient, ça fait boule de neige quoi. Ouais. Mais ouais, enfin. Peut-être pour des papas qui écoutent ou je sais pas, tu vois, enfin, si tu parles de tout ça avec ton fils, mais toi tu montres pas ton vécu, la discussion ça va pas aller loin. C'est pas le jeune qui va se livrer en premier, quoi. Et c'est pas évident. Ouais. Ouais, je pense que pour rebondir sur ça, beaucoup de je pense que ça a grandement aidé dans ma relation à mon père, le fait que il m'a confié certaines choses et certains combats auxquels il a été lui-même confronté, et encore comment ça peut aussi ressurgir par moments dans ta propre vie. Je crois que là ça a aussi débloqué et créé un espace où j'ai pu me rendre vulnérable en retour. Voilà, je pense que ça veut pas dire forcément qu'il faut être laxiste ou relativiste. Je pense que c'est pas ce dont il est question ici. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a vraiment cet effet contagieux de l'intimité au bon sens du terme. Et après, je réagis par rapport au standard dont tu parles. Cette culture-là qui a été un peu nourrie dans pas mal d'églises. Moi, je sais que de mon côté, quand j'étais enfant et adolescent aussi, il y avait pas mal les influences de la purity culture américaine, donc un peu ce mouvement qui s'est beaucoup développé au début des années 2000 dans l'évangélisme américain autour de l'importance de l'abstinence sexuelle avant le mariage. Et il y a des choses qui en sont ressorties qui sont probablement bonnes et tout ça, mais il y a aussi, je pense que avec du recul, on peut aussi s'apercevoir que il y avait des injonctions et des promesses parfois qui étaient fortes. Et je pense que on n'est pas encore forcément indemne dans le milieu chrétien d'une mentalité comme ça, où en fait on se dit il y a un peu finalement une sorte de théologie de la prospérité masquée, c'est ce que certains soulignent, au sens où tu te dis si tu suis bien tel et tel commandement, par exemple si tu attends bien jusqu'au mariage, Dieu derrière il va bénir ton mariage, tu vas avoir ta meilleure vie, etc. Alors que la sexualité dans le mariage peut aussi être compliquée. Et donc voilà, Oui, après je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est de moins en moins. Ouais. Les gens c'est une nouvelle vague des jeunes qui forment des jeunes, et c'est des leaders qui s'élèvent et qui sont moins comme ça. Après maintenant les risques, est-ce qu'on va passer de l'autre côté, on va être plus laxiste ou pas? Il faut juste trouver l'équilibre, parce que la Bible c'est un complète et total équilibre, sinon on parle d'un délire et périlleux. Mais je comprends, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on se réveille maintenant, je crois, non? Un peu. Je pense, même chez les podcasteurs américains chrétiens qui traitent de sexualité, c'est un sujet sur lequel ils réagissent beaucoup, ils prennent beaucoup leur distance. Moi, je le cite parce que je pense que dans le contexte, moi, je me souviens à un moment d'une activité à l'église où on nous a fait signer un peu un engagement, je resterai, je me garde du sexe, je serai truc. Après, faire ça, c'est bête parce que si tu y arrives, tant mieux, mais si tu n'y arrives pas, c'est une culpabilité rajoutée au défi. Oui, et puis ça laisse aucun espace pour la discussion. Parce que t'as rompu le contrat, quoi. Contractuellement, t'étais lié. C'est qu'on perd son salut, on va dire. Tu perds. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça part d'une bonne idée, de l'idée de dire on veut respecter les standards que Dieu nous appelle à respecter. Mais au lieu d'être motivé juste par la confiance que Dieu est bon, et quand il nous demande quelque chose même de difficile, il le fait pour une bonne chose, on motive avec de la culpabilité et de la honte, parce que étonnamment en tant qu'humain, ça nous motive beaucoup mieux. La culpabilité et la honte que la confiance en Dieu, quoi. Je trouve ça intéressant. C'est fascinant.
Donc quelque chose d'autre, d'autres sujets, ouais, que le porno, ça fait beaucoup de dégâts. Et ça, je dis souvent aux adolescents avec qui je travaille, pas pour le mettre la pression, mais pour partager de mon vécu. Que, en fait, il y a des graves conséquences, même psychiques, de ça. Donc, bon, vous êtes libre. Et personne, en plus, avec les portables dans la poche, bah, il n'y a pas grand monde qui voit ce que tu vois dans ta chambre, mais ça fait des dégâts. Donc, réfléchissez-y bien, parce que moi, je me souviens bien, il y a peut-être, je sais pas, 5 ou 6 ans en arrière, quand j'ai commencé ce travail auprès des ados, moi, j'avais tendance à dire, je sais pas si vous avez déjà vu du porno et tout ça, et en fait, aujourd'hui, non, j'ai dit, on a tous vu ça. Bah oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. Comme ça, non, voilà. Après, passons, ok? On en parle, tu vois, c'est pas, est-ce que, non, on a tous vu ça. Enfin, peut-être c'est pas le cas pour un tel, mais bon, moi je brise déjà la glace parce que non, enfin, on va pas perdre du temps, quoi. Enfin, avec tout ce qu'on voit, marketing et tout ça, oh là là, les pubs qui surgissent, oh là là, non. Il y a 15 ans, on savait qu'en fait, on tombe sur ces images-là. Peut-être au début, on n'a pas choisi. Ça s'impose à nous parce que les adultes en responsabilité font pas leur boulot. Si on était conscient qu'en fait, tout le monde à qui on pourrait en parler comme adulte sait ce que c'est comme image et qu'il y aurait pas de tabou. Enfin, je me demande à quel point la trajectoire changerait si vraiment il y avait ce réflexe de dire je suis tombée sur ces images et tout de suite je vais en parler et tout de suite je vais aller voir un adulte en qui j'ai confiance qui va pouvoir m'accompagner dans ça. Je me demande qu'est-ce que ça changerait. L'avenir nous le dira. Je pense que je pense qu'il y a toute une génération de parents qui ont grandi avec Internet et donc l'accessibilité à la pornographie gratuite, etc. Et je pense que cette génération-là, j'espère qu'elle sera davantage vigilante à ça, parce que j'ai l'impression que nos parents, ils ont été particulièrement naïfs, et c'est pas de leur faute, c'est que la pornographie qu'ils ont connue à leur époque n'est pas du tout la pornographie que les millennials tardifs ou la Gen Z avec quoi elle a grandi. C'était voilà, des sex shops, je ne sais quoi, des magazines, des choses comme ça. Donc, je pense qu'ils étaient un peu dépassés. Et donc, j'ose espérer, oui, moi très clairement demain, si j'ai des enfants, je pense que je serai beaucoup plus attentif au filtrage, à la discussion aussi avec mes enfants sur ces sujets-là. Je pense que ce qui est particulièrement difficile avec la pornographie, c'est que même si on peut protéger de certains sites, ça reste... En fait, la pornographie, c'est pas juste des sites et des vidéos, c'est une culture qui aujourd'hui, en fait, façonne notre manière de vivre la sexualité. Ça s'introduit dans les séries, dans les films, dans la musique, et ça habite notre imaginaire malgré tout. C'est peut-être plus là où j'ai des doutes, encore que, étant donné qu'il y a une prise de conscience, t'en as parlé, peut-être qu'on arrivera aussi à changer un peu cet imaginaire-là. La question que j'ai, c'est est-ce que, pour aider un ado de 15 ans, poser des questions directes sur la sexualité, ça peut permettre à l'ado de dire des choses qu'il n'oserait pas dire si on lui pose pas de questions directes? Ou alors, en tant que parent ou en tant qu'accompagnant, on veut plus favoriser des échanges par la vulnérabilité, comme vous avez mentionné. Bah, si l'ado il en prend conscience, parce que maintenant moi j'ai craint que ça soit une normalité maintenant, ça. Et du coup comment on va aborder quelque chose qui pour quelqu'un d'autre est normal? Après bon, c'est bizarre, je sais pas comment leur faire voir que c'est pas forcément ce qui est bon, parce que les séquelles apparaissent bien plus tard, peut-être tout de suite, mais c'est maximise plus tard. Pour répondre à ta question, je pense que c'est plus un arc qu'une science. C'est pas faire ça, enfin, est-ce que poser des questions directes ou laisser le jeune parler? Oui. Enfin, les deux. Et essayer les deux, hein. T'en sais rien, hein. Enfin, ça se trouve que aujourd'hui, ça va pas marcher. Demain, la même chose va marcher. Pareil, on sait rien avec l'ado. Est-ce qu'il a envie d'en parler? Je pense qu'il faut tout essayer, quoi. Mais c'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, en parler
et puis enfin que le jeune puisse dire ouais moi aussi, bah c'est beaucoup plus facile de se livrer de cette manière que de dire ah oui moi je lutte avec le porno, enfin c'est pas la même chose quoi. Donc ouais, mais par rapport à ta question, il faut tout essayer quoi. Ouais. Et on a parlé un peu du rôle des parents, mais je crois surtout si on s'adresse à des ados, on est un peu en rupture avec la socialisation familiale. Au moment de l'adolescence, ils vont rechercher une socialisation plutôt par les pairs, PAIRS, par d'autres jeunes. Et je crois que c'est pas mal d'essayer de favoriser ça, notamment en tant que parent, je sais pas, en peut-être des livres ou des interventions, même dans les églises, enfin rediriger vers d'autres jeunes, parce que malgré tout, peut-être que symboliquement, en discuter avec les parents, ça peut arriver, c'est bien que ça arrive, mais peut-être que ça peut aussi aider et qu'ils s'identifieront plus facilement si c'est quelqu'un qui a peut-être une proximité d'âge un peu plus importante ou qui n'a pas forcément de lien familial direct avec les jeunes. Ouais, je suis d'accord. Donc un dernier truc, que c'est que le marketing c'est des mensonges et tu es ciblé. Ouais. Enfin ça parle un peu de la masculinité, tu vois. Pour être homme, il faut être musclé, il faut enfin on est juste on est submergé par ça en fait. Donc ils cherchent à nous vendre un truc. Et ils savent très bien que on a des failles et ils cherchent à en profiter quoi. Ce que tu dis me fait penser à une marque, je sais même pas si elle existe encore, mais Axe. Ouais. Et Axe, quand j'étais ado, c'était genre le modèle, c'était tellement cool. Je me rappelle. Le déo là. Ouais, enfin le déo, les gels douche, les machins, où il faisait un bateau, je sais pas, avec limite des stripteaseuses, des trucs comme ça. Et en fait, après j'ai fait des études de publicité, en fait, tu te rends compte que ils ciblent les prépubères, vierges, etc. Et tu te dis, en fait, c'est so pas cool, tu vois. Ça n'a rien à voir avec la promesse. Mais c'est marrant comment ils arrivent à jouer et accrocher, limite les pré-ados par un créneau auquel ils sont hyper sensibles pour au final délivrer une promesse qui est totalement mensongère. J'ai acheté toutes les collections de Laurent. Non, je sais pas. C'est pas vrai. Moi aussi, j'en ai acheté, moi je m'avais aussi. Ça sentait bon. Et t'avais l'impression d'être masculin? Ouais, j'étais un homme, vrai. Bref. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à la société sur la sexualité en tant qu'homme chrétien aujourd'hui? On a déjà dit des trucs, mais... Moi, je voudrais dire qu'on galère autant que les non-chrétiens. On a les mêmes failles, on a les mêmes problèmes, mais on passe pas les problèmes de la même façon. Parce que là où les non-chrétiens pourraient se sentir coupables, etc., nous, on a une délivrance qui nous rassure, et qui, malgré qu'on soit pas parfait, qu'on soit défaillant, qu'on soit pécheur, comme on dit nous, on a l'espoir d'être lavé et d'être meilleur chaque jour. Amen, mon frère, c'est beau. Ouais, c'est important de repréciser ça, qu'on partage les mêmes défis, et même en voyant la question homme, chrétien, sexualité, en fait, malheureusement, presque, j'ai de la peine par rapport à cette question parce qu'on voit tellement de choses qui sortent sur des abus, des scandales, et je me dis que ça nous pousse à tellement d'humilité. C'est quelque chose qui touche évidemment des acteurs, des célébrités, des youtubeurs, mais ça touche aussi pas mal de chrétiens, de pasteurs, bon, de prêtres, on en parle beaucoup, mais aussi des pasteurs. Donc, je pense que peut-être avoir avant tout une posture d'humilité, mais je pense que par rapport à la culture pornographique et en fait l'hypersexualisation de la société à laquelle ça conduit, je pense que les chrétiens ont quand même quelque chose qu'ils peuvent faire entendre. Je crois qu'il y a quelque chose du message biblique sur ce sujet-là qui peut résonner aujourd'hui, et je pense que c'est notamment important où en fait je crois que c'est aussi Marion qui en parlait dans le premier épisode, de penser la personne dans toutes les dimensions de son être, corps, âme, esprit, ou corps, âme, enfin bon, peu importe la distinction que vous utilisez, mais c'est-à-dire le problème aujourd'hui c'est qu'on est essentiellement focus sur le physique, sur le corps. Quand vous regardez un acteur pornographique, une actrice, vous vous intéressez pas à ses défis personnels, à ses études, à... Je pense à ses fesses.
Voilà, c'est pour ça qu'ils sont là. Ouais. Voilà. Et oui, malheureusement. Donc en fait, de shifter et de revenir à un paradigme où tu t'intéresses à la personne dans son entièreté, oui, le physique c'est important, mais tu vas la reconsidérer comme un être complexe et complet, qui peut être aussi parfois fragile, là où la fragilité, dans la pornographie, c'est pas trop ça, c'est plus un culte de la performance. Donc je pense que c'est vraiment un changement de paradigme par rapport à notre manière de voir l'autre, de voir la sexualité. Ça peut peut-être nous déranger au départ, c'est pas forcément ce qui nous est le plus évident, mais je crois que ça peut vraiment nous enrichir dans notre vie, nous faire du bien, du bien aux autres, être un témoignage en soi pour la société aussi. Et j'espère que les chrétiens, on pourra montrer à nouveau que une autre vision des relations, du mariage, de la sexualité, du rapport homme-femme, ça peut être autre chose que toutes ces violences dont on a parlé. Et je pense que c'est possible que dans les premiers temps, enfin dans les premiers siècles de notre ère, les chrétiens ont été reconnus pour une façon de cohabiter, de faire société différemment, notamment en séparant un peu la séparation qu'il y avait entre les hommes et les femmes. C'est un fruit quand même qui a été fort suite au ministère de Jésus. Et j'ose espérer qu'on puisse redevenir un témoignage à ce niveau-là. On parle de la Bible, et qu'est-ce que la Bible nous dit sur le sujet. Moi, je pense à Paul, qui a écrit des lettres dans le Nouveau Testament, vers la fin de la Bible, et il dit, j'oublie en fait la phrase exacte, mais tout m'est permis, mais tout n'est pas bénéfique. Voilà. Je pense que c'est tout à fait ça. Est-ce que, théologiquement parlant, est-ce que si je regarde le porno, ou si je couche avant le mariage, est-ce que je vais aller au ciel, au paradis avec le Seigneur? Je pense, personnellement, je vois pas dans la Bible que, en fait, ça c'est the péché. Si tu fais ça, tu vas en enfer. Non, voilà. J'exagère, mais voilà. Donc je vois pas ça, en fait. Mais quand même si c'est permis, je pense que le sujet qui vient à l'esprit, c'est la masturbation. Il y a pas mal je trouve que même parmi les chrétiens, il y a des avis assez divergents. Voilà. Donc, peut-être c'est permis. Est-ce que c'est bénéfique pour moi dans ma vie? Avec mes objectifs, de couper tout ça. Là, on se questionne, quoi. Ouais. Trop. C'est un bon résumé. J'ajouterais que même quand tu disais on va au ciel si on consomme de la pornographie ou on couche avant le mariage, la réponse est oui si on a donné sa vie à Jésus. Mais même je dirais, est-ce qu'on risque de perdre la faveur et l'amour de Dieu? Et bien sûr que non, on perd pas. Je le rajoute juste parce que c'est pas juste une question d'aller au ciel, c'est aussi que même si on fait des choix de vie qui sont loin de ce que Dieu voudrait qu'on fasse, on perd pas son amour, on perd pas sa faveur, on perd pas sa présence dans notre vie, on perd juste le fait qu'on est en relation avec lui dans le temps présent et qu'on est en communion avec lui, mais on perd pas son amour, quoi. Parce qu'on serait très très fort pour arriver à rendre capable Dieu de plus nous aimer. Ouais. C'est le combat à la vie, mais ça fait pas pour autant que Dieu nous aime plus parce qu'on fait telle ou telle chose. C'est le combat à mener. Et souvent, c'est nous-mêmes qui nous mettons à distance de lui par la honte et la culpabilité que produisent nos agissements. Ouais. Tel qu'Adam se sont cachés parce qu'ils étaient nus, nous on se cache parce qu'on pêche encore. Comment est-ce que vous encourageriez un homme de 20 ans sur le sujet de la sexualité? Moi je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai rebondi sur ce que j'avais dit tout à l'heure, et je me permets de prendre la Bible comme exemple pour les non-chrétiens, je suis désolé, c'est un bon livre quand même. Aime ton prochain comme toi-même, quand Jésus il a dit ça, on tient très en compte aime ton prochain, mais on oublie souvent la deuxième partie, comme toi-même. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu te donnes les moyens de t'aimer? Que tu sois moche, que tu sois handicapé, que tu sois beau, que tu sois désiré, que tu sois pas désiré, que tu sois gros, que tu sois étranger, est-ce que tu t'aimes? Et par l'amour là, je vais pas dire l'amour qui remplit l'ego, je veux dire par là l'amour qui te met en valeur en tant que personne. Est-ce que t'es un homme construit à 20 ans? Je pense pas complètement, et même maintenant à 31, je crois que j'ai 31, je le suis pas encore. Mais
s'aimer soi-même, c'est mieux comprendre d'où on vient, où on va. C'est mettre en valeur, comme j'ai dit, c'est s'entourer des bonnes personnes, c'est s'arrêter de laisser faire du mal, c'est s'arrêter de laisser punir parce que t'es célibataire à 20 ans, mec, ta vie est devant toi. Enfin, à 20 ans, je croyais que ma vie allait finir dans les prochaines années parce que j'avais pas ça ou j'avais pas ci. Non, c'est vraiment, la vie m'a surpris tellement des fois. Enfin, quand j'avais 19 ans, j'étais même pas là, et dans 10 ans, c'est que se passait tellement des choses que j'aurais pas cru que j'allais grandir autant. Enfin, dans le sens que, pas justement, pas des l'ego. J'ai appris à m'aimer, j'ai appris à me comprendre, j'ai appris à me pardonner. J'essaie de me pardonner tous les jours, même si c'est compliqué. Et si tu penses que t'as pas de la valeur, tu t'es trompé tellement, mais je pense que c'est la chose la plus mensongère que tu peux te dire. T'as tellement de la valeur. Et je veux te dire que même si t'es seul ou pas, et à 20 ans, tu peux grandir pas que le côté sexuel, mais de tellement manières. 20 ans, purée. Je t'encourage, regardez les filles de 20 ans. On a plus nos 20 ans, hein. Ils sont loin. Ouais, je commence à avoir mal au dos et tout. Je rebondis sur ce que tu dis. Je trouve que s'aimer soi-même, c'est pertinent sur ce sujet-là, parce que bien souvent, dans la façon dont la sexualité est envisagée aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la pornographie, on pourrait parler aussi de tout ce qui est appli de rencontre, au sens un peu des rencontres rapides, voilà, avec une sexualité rapide qui n'est pas durable, etc. Et je crois que là, peut-être une question qu'on peut se poser, c'est: est-ce que ça m'amène du plaisir ou est-ce que ça m'amène de la joie? Et le plaisir, certes, je pense qu'on est beaucoup à reconnaître que à un moment, un instant T, regarder de la pornographie ou avoir un rapport sexuel avec une fille, un gars que tu connais pas, ça t'apporte du plaisir. Mais est-ce que tu vas en ressortir nourri, édifié? Est-ce que tu vas en retirer de la joie qui est un sentiment plus durable? Je crois que c'est une bonne question à se poser, et on pourra voir qu'en fait, finalement, est-ce qu'on s'aime réellement quand on cherche ça, ou est-ce que on n'est pas avant tout dans une trajectoire destructrice, à se diminuer en fait par rapport à qui on est réellement? Est-ce que une fois que j'ai regardé 1h30 de vidéo, qu'il est 2h15 du matin, est-ce que je me sens plus épanoui, plus vivant, plus déployé dans mon destin, dans mon aventure de vie? Enfin, je sais. C'est beau ce que tu dis. Ouais, je me suis envolé dans des trucs c'est vachement lyrique et tout, mais non, mais on est saisi des mots que t'as dit, et du coup il y a un silence quand s'installe. C'est beau, c'est important. Moi je dirais très pratique, entoure-toi d'hommes de valeur. Voilà, c'est un gros mot, mais voilà, des vrais hommes. C'est vrai que on n'en a pas beaucoup, peut-être Tu veux juste définir ce que c'est un vrai homme pour toi, pour qu'on sorte des stéréotypes de qu'est-ce que c'est un vrai homme? C'est une bonne question, parce que je pense que même la définition peut varier d'une personne à l'autre, voilà, mais je pense que pendant ces dernières minutes, on a un peu défini quelques caractéristiques d'un homme comme ça, quoi, un vrai homme, quoi. Enfin, et surtout pour moi, le gros critère c'est de pouvoir parler de nos galères, et surmonter notre orgueil, en fait. Personne n'est parfait, mais on peut être homme et imparfait, parce que on est tous imparfaits. Voilà, quoi. Mais je pense que c'est un peu un travail de toute une vie, hein. Trouver des vraies amitiés, des vrais liens, trouver des mentors, des personnes, des hommes modèles, quoi, qu'on peut suivre leur exemple et tout ça. C'est pas facile, mais c'est pas pour autant qu'il faut lâcher parce que c'est trop dur et tout ça. Donc, je pense que c'est très important, surtout quand t'es plus ado. Là, en fait, t'as besoin d'un entourage, quoi, un entourage sain et inspirant, et qui va te tirer vers le haut, quoi, pas vers le bas, quoi.
Et on peut commencer avec une personne qui est vraiment clé et utile pour nous dans cette démarche. Et puis, ouais, si on en a 2, 3, super, mais... Est-ce que vous avez d'autres choses pour encourager les hommes de 20 ans sur le sujet de la sexualité? Qui prend soin de lui, qu'il soit cohérent. Si jamais ça peut marcher ou pas, si jamais il est dans la quête de trouver un partenaire qui soit cohérent, en prenant soin de lui, mais pas pour chercher quelqu'un d'autre, mais plutôt pour se former lui. Enfin, on prend un bain, c'est doucher par exemple, ou des choses basiques mais importantes. Commencer par les basiques, c'est trouver des centres d'intérêt, faire un peu des sports, ou pas forcément, mais enfin s'aimer, parce que parfois il faut être cohérent dans la vie. Je pense qu'à 20 ans par exemple, moi je voulais une femme très belle, parfaite, etc., mais je faisais aucun effort. Enfin, il doit m'aimer comme je suis parce que je suis gentil, ça ne marchera pas. Enfin, j'ai une très belle femme maintenant, et c'est pas pour ça que j'ai une femme. Mais voilà, il faut être cohérent et il faut prendre des bonnes habitudes, comme toi tu disais. Je sais plus qui disait. Il faut prendre des bonnes habitudes. Je parle à un homme, hein, parce que c'est le podcast, c'est pour les hommes ou c'est pour les filles? Non, c'est les filles, elles vont écouter aussi, puisque c'est un podcast de meufs. Okay. Voilà, il faut être cohérent. Si tu veux pécho la fille belle, super belle, et que tu es pas cohérent, enfin, c'est pas le but des péchos dans la vie. Hein. À 20 ans, c'est parce que je sais qu'à 20 ans, tu es en train de dépenser ça, que tu dois pécho, c'est pas les plus importants. Édifie-toi comme garçon, prends soin de toi. Mais pas dans le but de chercher une quelconque personne, c'est dans le but d'apprendre à s'aimer et d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se développer. Donc on va conclure cet épisode formidable que nous sommes en train de vivre, c'est déjà la fin. Je vais vous inviter à partager chacun vos 2 centimes sur le sujet, donc une idée que vous voulez laisser aux auditeurs qui nous écoutent. Je voudrais m'adresser directement aux non-chrétiens qui écoutent ça, qui nous trouvent absurdes peut-être ou pas, ou qui sont intéressés par ces podcasts, qui trouvent intéressants. Là-bas, c'est quand même ce que Dieu a dit, et vraiment c'était bienveillant. On peut penser beaucoup de choses, mais c'est vraiment bienveillant. C'est pour notre bien, tu veux dire? C'est pour notre bien, ouais. C'est pour notre bien, et ça se voit, ça dans la pratique quotidienne. Ouais. C'est pas simple, mais c'est bienveillant. C'est pour notre bien. Ouais, c'est pas simple. Après, si on veut trouver des réponses aux questions, on va les trouver. Peut-être qu'on n'aura même pas la réponse, mais on aura la paix qui vient avec. C'est une réponse. Moi, du coup, en miroir, je m'adresserai peut-être plus particulièrement aux chrétiens, ou en tout cas ceux qui ont grandi dans un environnement religieux, on pourrait dire, où la sexualité est beaucoup vécue sous le prisme d'obligations, de règles, d'injonctions. Et ce que je trouve personnellement aidant, donc ça serait peut-être mes 2 centimes, c'est de réfléchir au sens qu'on met derrière chaque résolution qu'on peut avoir. Peut-être je peux donner un exemple. Dans ma situation actuelle où voilà, je suis en couple non marié, je ressens beaucoup ce besoin avec ma fiancée de discuter de pourquoi on veut pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Par moments c'est très difficile de tenir ferme sur ça. Et donc, de se poser la question, pourquoi est-ce qu'on veut attendre? Quel est le sens qu'on met derrière ça? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Est-ce que c'est parce que notre environnement dit qu'on devrait faire ça? Est-ce que c'est parce que ça fait plaisir à nos familles? Est-ce qu'on va chercher un peu de Dieu, une récompense, un peu comme tout à l'heure? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Et à partir de là, on peut dérouler des raisons. Le fait que ça peut être un témoignage positif vis-à-vis de l'autre, de montrer qu'on arrive à se maîtriser dans sa sexualité pour la suite. Ça peut être d'attendre un contexte d'engagement, de confiance dont le mariage est finalement le meilleur exemple. Ça peut être de vouloir explorer d'autres manières de montrer son affection dans ce temps d'avant-mariage. Ça peut être aussi un encouragement à plus dépendre de Dieu. Et je crois que ces sens-là, en tout cas à titre personnel, ça me donne plus de force qu'une liste de ne fais pas ci, ça, comme j'en ai parfois entendu plus jeune. Et du coup, ça me fait penser plus largement à notre manière de vivre notre foi. Est-ce que on voit dans la loi une fin en soi, une finalité en soi,
ou est-ce que c'est pas un indicateur qui est posé là pour notre bien, comme tu disais, et qui pointe vers une réalité plus grande? Et je pense que c'est vraiment le message aussi de Jésus dont on a beaucoup parlé. Et du coup, ça nous libère de juste l'obéissance à des règles juste pour obtenir quelque chose. Et en fait, on peut juste obéir par amour dans la gratuité vis-à-vis de Dieu et juste par reconnaissance aussi à son sujet. Donc, peut-être ce changement aussi de paradigme qui peut nous aider. Oui, c'est peut-être ça dans le Purity Culture Movement dont on parlait précédemment, c'est qu'on avait ôté le sens. En fait, on était sur la loi, mais là tu dis qu'il faut aller chercher le sens derrière les obligations qu'on a envie de suivre. Si on note le sens, il y a juste l'obligation qui reste et il n'y a plus le sens, donc c'est intéressant. C'est le piège. Et peut-être pour réagir à ça aussi, c'est peut-être pas très politiquement correct et je m'excuse par avance, mais parfois faut presque se poser la question et pourquoi pas. C'est pas parce que en soi j'encourage les gens à le faire, mais c'est pour un peu j'allais dire déconstruire, le mot peut être connoté négativement aujourd'hui, ça dépend, mais déconstruire un peu vraiment des mauvaises raisons de suivre quelque chose, pour vraiment construire quelque chose derrière qui va faire sens et auquel on adhère véritablement et qui sera pas vécu du coup sous le prisme d'un fardeau. Ouais. Je pense qu'on peut avoir peur du et pourquoi pas et des chemins de ne pas savoir où on va finir, mais je crois que si on le pose vraiment avec Jésus et dans le cadre d'une communauté aussi de chrétiens et d'exemples d'hommes ou de femmes modèles, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir peur du et pourquoi pas. On aurait plutôt... Je pense qu'on aurait plus peur si on se le posait jamais la question. Parce que ça n'aurait pas de sens. Yes. Moi, mes 2 centimes, encore une fois, pratico-pratique, c'est quelque chose que j'ai appris assez récemment grâce à... j'ai vu à une époque un thérapeute, donc ça m'a beaucoup aidé. Mais en fait, il faut pas avoir les choses lourdes ou pesantes concernant la sexualité, ou d'autres choses d'ailleurs, que tu as jamais dit à personne. Genre des vrais secrets que moi j'ai jamais confié ce sujet qui me pèse à personne. En fait, pour moi, dans ma vie, ça m'a pas servi, quoi. Donc, et je pars pas de tout dire à une seule personne parce que ça ferait beaucoup à une seule personne, mais que chaque sujet qui te pèse, que tu en as déjà parlé à quelqu'un sur Terre, quoi. Tu as déjà extériorisé, peut-être commencer avec ton chat, avec ton chien, voilà, mais vraiment que il y a rien qui pèse ton cœur qui n'a jamais été sorti de ta bouche, quoi. Ça peut vraiment t'aider et te libérer petit à petit, quoi. Parce que ce qui n'est pas dévoilé et mis à la lumière, ça moisit, quoi. Et ça, pour moi, en fait, dans ma vie, ça a évoqué la honte, quoi. Et la honte, ça te rend esclave, quoi. Donc voilà. Ouais, merci, c'est important parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de pornographie, masturbation, mais il y a aussi sur la sexualité tout l'aspect agression sexuelle, abus sexuel. On va avoir un épisode sur ça plus tard. Et ça aussi, c'est des sujets douloureux qu'on n'a pas choisis. Et ces sujets-là, on peut en parler aussi. Et c'est important d'en parler, mais on va faire un épisode juste sur ça. Donc avec une psychologue dans les prochaines semaines, ça va sortir. Merci messieurs beaucoup pour votre vulnérabilité. Ils sont chouettes, hein ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On espère atteindre dans les prochaines semaines les 10 000 écoutes sur nos 2 centimes et ça nous aiderait beaucoup à atteindre cet objectif si vous partagez, si vous pensez que d'autres personnes pourraient bénéficier de cette conversation. On attend aussi, comme d'habitude, vos retours, vos commentaires, vos critiques ou vos encouragements sur ce qui est partagé dans ces épisodes. On aime beaucoup entendre que ce qu'on dit ne laisse pas les gens indifférents. Je suis très reconnaissante pour vous les auditeurs et j'apprécie vraiment d'entendre ce que vous pensez, quand vous êtes d'accord ou pas avec ce qu'on partage.